Mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin. L'aide juridique vise à assurer l'égal accès au droit et à la justice pour tous. L'adoption du présent décret contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l'accès à la justice, dont l'origine pourrait être l'analphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause. Ainsi, qu'elle soit de conditions modestes ou ayant peu de connaissances de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque Béninois aura donc la possibilité de bénéficier d'une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d'injustice. De façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique concernant notamment les litiges civils, administratifs ou d'autres natures. Il organise également le bénéfice d'une assistance en vue de remplir des documents juridiques et rédiger des correspondances officielles, de même que pour obtenir des conseils sur la résolution des conflits en dehors des tribunaux. Grâce à cette mesure, notre pays aura réussi à soustraire les justiciables, quels qu'ils soient, des déviances et marginalisations éventuelles par l'instauration d'une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales. En point 2, adoption du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. Dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation initiée par le gouvernement pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse, il a été élaboré un code de déontologie et d'éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Issu d'un processus participatif, il est destiné à mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de nature à entraîner un effritement des valeurs liées aux exigences d'excellence et d'exemplarité. En l'adoptant, le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en relation avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, d'en assurer la bonne application. Ont par ailleurs été adoptés sous cette rubrique les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2023, puis création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national des indications géographiques. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Maître Jacques Migon, était ce mercredi 24 octobre 2024 dans les locaux du Conseil économique et social à Cotonou. Après avoir été reçu en audience par le vice-président du CES, Maître Jacques Migon et sa délégation ont eu une séance d'échange avec le personnel de l'institution. Occasion pour rappeler à l'assistance la mission assignée au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Nous devons apporter dans le cœur, dans la tête de chaque Béninoise, de chaque Béninois, une volonté ferme, l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt général. Et en ce sens, les deux institutions se retrouvent encore. Le troisième pilier, le dernier, de nos objectifs stratégiques, c'est dissuader et sanctionner. Nous ambitionnons de renforcer l'arsenal juridique existant. Et en ce sens, nous avons encore à faire, les deux institutions. Et au-delà de renforcer l'arsenal juridique, il faut montrer, comme cela se fait ailleurs, que aucun Béninois ayant eu affaire à la justice ne peut s'échapper s'il est accusé d'actes corruptifs. L'objectif, c'est de casser définitivement dans la conscience des uns et des autres les pactes corrupteurs. Au dire de Maître Jacques Migon, le CES est un partenaire de taille.
et pour une collaboration institutionnelle fructueuse contre le fléau corruption, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption fait des propositions d'action à mener ensemble avec le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, il est utile, nécessaire pour la République, dans l'intérêt des gouvernements, de l'Assemblée nationale et pourquoi pas des autres institutions. La preuve, nous sommes là à demander un partenariat avec le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social se concentrerait sur les aspects socio-économiques, tandis que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption couvrirait les dimensions législatives et préventives. En point 5, suivi de la mise en œuvre des réformes. Une collaboration pour suivre l'application des réformes anticorruption ou des recommandations proposées en veillant à leur impact positif sur le développement socio-économique pourrait être envisagé. Enfin, en point 6, il y a le suivi du partenariat entre le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et le Conseil économique et social par les secrétaires généraux des deux institutions. Des propositions qu'accueille à cœur joie le vice-président du Conseil économique et social, Radji Laïsi. Je voudrais donc vous exhorter, puisque vous savez très bien que la mandature actuelle est en discussion, et puisque nous sommes dans une république où le travail ne doit jamais s'arrêter, et que très prochainement, d'autres seront là pour que vous puissiez accompagner ce projet. Vous devez vous remarquer aussi que c'est pour la première fois. Si les directeurs techniques sont ici, surtout la direction de la section et des commissions est ici, c'est pour la première fois qu'une institution vienne vers le Conseil économique et lui propose des thématiques. Sinon, avant, c'est les conseils eux-mêmes qui vont chercher des thématiques. Actuellement, nous avons une institution qui nous sollicite et qui nous propose des thématiques. Et qu'il veut nécessairement que nous soyons sur le terrain ensemble avec elle pour sensibiliser les populations. Pour rappel, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été créé conformément à la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020. Il a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme privé. Tous les mois, il y a toujours au moins une fête pour Marie. Et tous les samedis de l'année est considéré comme jour Maria. Cependant, pendant des années, le 7 octobre a été célébré Notre-Dame du Rosaire. Puisque le 7 octobre est déjà célébré comme le jour du Rosaire, anniversaire ou fête de Notre-Dame du Rosaire, eh bien, on a déclaré tout le mois comme mois du Rosaire. Et c'est comme ça que tout le mois d'octobre est déclaré mois où on prie le Rosaire. On doit prier le Rosaire tous les jours de l'année, mais de façon intensive, le mois du Rosaire qui est le mois d'octobre. Marie est celle qui a pris la revanche de Ève. D'ailleurs, on l'appelle la nouvelle Ève. Celle qui va écraser la tête du serpent. Donc, par conséquent, Marie est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de l'ange et qui a obéi à tel point que Dieu a pris corps dans son corps. Alors, si c'en est ainsi, ça veut dire que à la suite de Marie, Dieu puisse prendre corps de notre corps et germer en nous comme Marie a enfanté au monde Dieu. De la même manière, nous pouvons devenir, en regardant Marie, des lieux d'enfantement à la grâce de Dieu. Enfantement à la justice, à la paix, à l'amour, à la solidarité, à la fraternité, à tout. Donc c'est pour cette raison que
la grande portée spirituelle du temps de rosaire, c'est d'être toujours à l'écoute de Dieu, comme Marie, qui était à l'écoute de Dieu. Et quand on est à l'écoute de Dieu, on est d'une fécondité extraordinaire de joie, de paix et de bonheur. Marie nous invite toujours de méditer tout dans nos cœurs et de nous confier à Dieu. Marie, pendant les moments de grâce comme des moments de difficulté, est restée dans la sérénité totale. Et donc Marie nous invite à être des hommes et des femmes de prière, à l'écoute de Dieu. Il n'y a pas de situation dangereuse pour Marie, car toutes les situations peuvent être soldées par la providence divine. Et donc, je pense que à la veille d'une élection, il y a toujours de la fièvre politique, il y a toujours des tensions, il y a toujours des problèmes tant qu'il y a l'homme quelque part. Et donc, le temps que nous vivons, qui est un temps de grâce, tout le temps dans l'Église catholique, c'est un cas de grâce. Nous sommes même à la veille d'un événement important au niveau de l'Église universelle, c'est l'année jubilaire. Et là encore, c'est que chaque 25 ans, l'Église déclare l'année jubilaire pour qu'on puisse repartir à nouveau. Et chaque 25 ans, c'est l'année jubilaire. Et donc, c'est une grosse opportunité pour nous. Et cette année, le thème, c'est la providence, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Le pape nous invite à l'espérance. Et l'espérance se fait dans la persévérance. Or, la persévérance, c'est quand on traverse des moments difficiles. Il faut persévérer. Parce qu'on est sûr, animé, porté par l'espérance, qu'on aura la victoire avec le Christ. Et je pense que cela, à tout point de vue, et homme politique, et homme non politique, et citoyen simple, tout le monde doit rester dans l'espérance. Et quand on reste dans l'espérance, et qu'on est comme Marie, on imite Marie, on est dans la vérité, on est dans la justice, on est dans les progrès, et tout ira de mieux en mieux. Tigran Gambaryan, un dirigeant de la société de crypto-monnaie Binance, a été libéré mercredi au Nigeria. Le gouvernement a abandonné les accusations de blanchiment d'argent pour que le citoyen américain dont l'état de santé s'est détérioré puisse se soigner à l'étranger. Gambaryan et un dirigeant de Binance pour l'Afrique s'étaient déplacés au Nigeria pour une réunion à l'invitation des autorités. Leur arrestation a suivi avec des accusations de blanchiment d'environ 35 millions de dollars et de fonctionnement sans licence. Les deux nient ces accusations. Seule sur scène, plongée dans l'obscurité, Olivia Ouedraogo veut sensibiliser son public et aussi la société. Actrice et scénariste, elle est l'auteure de Reine, une pièce de théâtre qui dénonce la culture du viol et la loi du silence que subissent de nombreuses victimes. Mais le souci, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'a même poussé à écrire? C'est que même ces victimes-là acceptent. Je dis non. Je dis, vous n'avez pas ce droit-là d'accepter, être soumise, accepter qu'on vous piétine, accepter. Mais non, non. Il faudrait un jour briser cette barrière de silence. Et en Afrique, il y en a trop. Reine raconte l'histoire d'une jeune fille agressée sexuellement par son beau-père qui décide contre la volonté de sa famille d'exposer son agresseur. Passionnée de théâtre depuis l'enfance, Olivia a commencé cette activité à l'âge de 11 ans dans son pays d'origine, le Burkina Faso. Depuis, elle utilise son art pour éveiller les consciences et dénoncer des faits de société. Un engagement que partage le directeur du centre culturel dans lequel elle se produit. Pourquoi moi je l'ai proposé ici? Parce qu'aujourd'hui, un des grands problèmes aujourd'hui, c'est le silence par rapport au viol. Tous ces viols-là et des incestes qui sont, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Occident, un peu partout, aujourd'hui aux États-Unis, ça fait des scandales. Mais on n'en parle pas souvent. Et alors, il faudrait à un moment donné que nous puissions mettre le spectateur vis-à-vis
de ces parties sombres de nous-mêmes. Devant son public, l'artiste utilise des images fortes pour éveiller les consciences. Un pari gagnant. Après le succès de la pièce au Mali, Olivia la présentera prochainement au Burkina Faso. Des voix s'élèvent au sein de l'UDPS, le parti au pouvoir, pour demander une modification de la Constitution en République démocratique du Congo. Mercredi à Kisangani, dans le nord-est, le président Félix Tshisekedi a évoqué cette question, qualifiant la Constitution actuelle de caduque au regard des spécificités du cas congolais. Selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent d'être modifiés. Ceux relatifs à l'organisation des scrutins, à la nomination des gouverneurs, y compris ceux qui limitent les mandats du chef de l'État. Félix Tshisekedi juge le texte obsolète et conçu pour faire la part belle aux belligérants du conflit congolais. Le président veut lancer rapidement cette révision. Il a annoncé la mise en place d'un processus de rédaction d'une nouvelle constitution en 2025, accompagné de la création d'une commission chargée de la révision de l'actuelle loi fondamentale. De son côté, l'opposition rejette la révision du texte que souhaite initier l'Union pour la démocratie et le progrès social. Elle perçoit plutôt cette démarche comme une volonté du président Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Fortes pluies, inondations et sécheresses. Ces dernières années, l'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. S'il n'est pas le seul touché par cette crise environnementale, le continent, déjà fortement impacté par la pauvreté et les conflits dans certaines régions, est le plus vulnérable face aux conséquences du réchauffement climatique. Selon une étude du World Weather Attribution, les catastrophes liées au climat sont susceptibles de se multiplier dans les prochaines années. Une situation compliquée provoquée par les actions néfastes de l'homme sur la planète qui se sont accumulées sur plusieurs années, d'après le réseau de scientifiques international. La saison des pluies, de juillet à septembre 2024, a été marquée par des précipitations extrêmement abondantes et parfois sans précédent dans une grande partie de la région du Sahel. Conséquence, des inondations catastrophiques ont eu lieu au Soudan en août dernier. Une situation qui a aggravé la crise humanitaire déjà complexe que subissait le pays, mettant à rude épreuve les capacités de réaction des organisations d'aide et des organismes gouvernementaux. D'autres pays, comme le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, ont aussi été touchés par les inondations en septembre 2024. Au total, plus de 2000 personnes ont perdu la vie et des millions d'autres ont été déplacées. Les pays africains perdent en moyenne 2 à 5% de leur PIB à gérer les extrêmes climatiques. Si aucune mesure concrète n'est prise, jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres pourraient être exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique d'ici 2030. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU mercredi, Valentine Rugwabiza, chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique, a présenté un état des lieux de la situation sécuritaire dans le pays, en mettant particulièrement en avant le respect de l'accord politique signé à Khartoum en 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Je suis heureuse d'annoncer que la dissolution de 6 groupes armés ainsi que de 3 factions de groupes armés signataires de l'accord politique est restée effective. Ce processus a conduit au désarmement et à la démobilisation de leurs combattants avec l'intégration de certains d'entre eux au sein des forces armées. Toutefois, l'envoyé de l'ONU a plaidé en faveur d'une énième prolongation de la MINUSCA. Elle a souligné que cette mission devrait être dotée de moyens supplémentaires pour soutenir les autorités dans l'organisation des prochaines élections locales. Le risque d'un retour en arrière demeure. Les progrès tangibles et transformationnels réalisés en étroite collaboration avec le gouvernement centrafricain doivent désormais être étendus et consolidés.
Le rôle de la MINUSCA reste essentiel dans ce processus. Nous comptons donc sur le soutien continu et concerté de ce Conseil pour proroger le mandat de la MINUSCA d'une année supplémentaire jusqu'au 15 novembre 2025 et pour mettre à disposition des ressources proportionnées et opportunes afin d'assurer sa mise en œuvre. En Centrafrique, la réputation des casques bleus est ternie par de fréquentes accusations d'abus ou d'exploitation sexuelle avec des centaines de victimes, selon des rapports de l'ONU. Malgré cela, les Nations Unies n'ont pas réussi à faire cesser ces abus sexuels perpétrés par ces militaires aux grandes dames des Centrafricains. Créée en 2014, la MINUSCA compte 14 400 militaires. Pour cette première rencontre depuis l'élargissement des BRICS, plusieurs dirigeants de pays membres ou alliés ont fait le déplacement. Pour les pays africains présents, le développement et l'unité étaient les maîtres mots. Les initiatives internationales ont montré que les lacunes du système international actuel ne se limitent pas aux questions politiques et sécuritaires, mais s'étendent aux questions économiques et au développement, alors que les pays émergents souffrent de la progression du problème de la dette et du manque de financement nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable, en plus du coût élevé du financement et de l'emprunt. Nous devons intensifier la coopération entre les membres des BRICS en lançant des programmes de développement communs dans les domaines de l'exportation, de la coopération industrielle et de l'échange de technologies. Nous avons appelé à un rééquilibrage des règles commerciales pour permettre l'industrialisation. L'OMC doit être réformée. The WTO must be reformed. Together, Ensemble, nous pouvons défendre des réformes qui répondent aux préoccupations des pays en développement et faire en sorte que leur voix soit entendue sur la scène internationale. L'Éthiopie souhaite en particulier souligner que la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies mérite toute notre attention. Nous sommes convaincus que les pays présents à ce sommet accorderont la priorité à la représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité en adhérant à la position africaine commune. Il ne s'agit pas seulement de représentation, il s'agit de justice, d'équité et de garantir que toutes les nations puissent contribuer à la gouvernance mondiale. L'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie sont les 3 seuls pays africains membres de l'institution. Les BRICS, qui réunissent actuellement 9 nations, représentent près de la moitié de la population mondiale et près du tiers du PIB de la planète. La Turquie frappée par une attaque meurtrière. Dans la capitale Ankara, une explosion est survenue devant le siège de l'entreprise turque d'aérospatiale et de défense. Plusieurs morts et blessés sont à déplorer alors que les forces de l'ordre se trouvent toujours sur les lieux. En plus de l'explosion, des coups de feu ont été entendus dans la zone. Sur son compte X, le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a confirmé l'attaque qu'il qualifie de terroriste. Celle-ci n'a pas encore été revendiquée. Ce drame intervient alors qu'un important salon des industries de défense et aérospatiale se tient cette semaine à Istanbul. Un événement qui a vu notamment la visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Dans l'Arizona, État clé pour la présidentielle américaine, on vote déjà pour départager Donald Trump et Kamala Harris. Les habitants de Phoenix ont commencé à voter par anticipation sur le campus de l'Université de l'Arizona. Dans cette élection, comme dans toutes les autres, l'issue du scrutin reste indécise. Je suis absolument pétrifiée à l'idée que Kamala Harris soit présidente. Je n'aime pas sa politique. L'Arizona fait partie des swing states, ces États qui peuvent basculer du côté démocrate ou républicain selon les élections. Cet État du sud des États-Unis frontalier du Mexique fait partie d'une poignée d'États clés et contrôle 11 votes électoraux. J'ai voté pour Kamala. Il y a de nombreuses raisons personnelles qui font que je ne suis pas d'accord avec Trump. Je le fais parce que je suis une personne de couleur, parce que je suis en faveur des droits reproductifs. C'est quelque chose de très important pour moi. Il y a beaucoup de choses personnelles que je ne devrais pas dire devant la caméra, mais oui, je suis démocrate, donc j'ai voté pour Kamala.
Le système électoral américain reconnaît le vote par anticipation et le vote par correspondance, deux modalités qui permettent à certains électeurs de voter avant le 5 novembre. C'est un scrutin indirect où les électeurs votent pour 538 grands électeurs. C'est à ce collège électoral que revient la tâche d'élire le ou la prochaine locataire de la Maison-Blanche.